Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo baptisée une brève introduction au Microsoft Azure Well Architected Framework, vidéo qui va durer quelques dizaines de minutes et dont l'objectif en fait est de passer un peu de temps ensemble sur un framework qui va contenir en fait des principes directeurs qui vont vous permettre en fait de créer, on va dire, une architecture de qualité dans Azure. En fait, ce framework va être constitué de 5 piliers, un pilier fiabilité, un pilier sécurité, un pilier sur l'optimisation des coûts, un pilier sur l'excellence dans l'opération et un pilier également sur la partie efficacité dans la partie performance. Donc ce Microsoft Well Architected Framework contient plein de principes, on n'est pas obligé de tout appliquer. Néanmoins, effectivement, si on s'applique si on essaie d'appliquer au mieux ce qui est donné dans ces principes, on part sur des bonnes conditions pour héberger des workloads dans Azure. Et donc, derrière ce framework, il y a une masse de lecture à faire, qui n'est pas forcément la plus excitante du monde, au premier abord, mais qui néanmoins, vaut le coup. L'idée de cette vidéo, c'est de vous, donner déjà un premier aperçu de ce que c'est que le Microsoft, Well Architected Framework. Alors on va commencer par le 1er pilier, on va prendre le pilier, sécurité. Et donc pour chacun des piliers, globalement, on va voir, les objectifs. Donc l'objectif globalement du pilier sécurité, c'est pour votre application hébergée dans Azure, d'apporter le maximum de confidentialité. Alors confidentialité au niveau des données, confidentialité au niveau des échanges, de respecter également tout ce qui est intégrité, intégrité des applications, intégrité des données, intégrité des échanges, et puis garantir également de la disponibilité des données et également des applicatifs. Donc ça, c'est vraiment le but principal d'ailleurs de faire de la sécurité. On fait de la sécurité principalement pour ces 3 éléments-là et l'acronyme est simple à retenir parce que si vous prenez les premières lettres, ça vous fait un magnifique CIA, CIA. Alors, dans les principes, il y en a plein. Il y a plein de bonnes choses. Alors, tous ceux qui font de la sécurité vont retrouver des choses tout à fait classiques. Et là encore, hein, on n'a pas réinventé la roue. Hein. On a juste concentré dans la documentation et dans 5 piliers les best practices qu'on peut connaître dans le monde de l'informatique en général, et puis également appliquer à Azure, on va le voir dans certains éléments. Donc première chose, effectivement, il va falloir aligner les priorités de sécurité par rapport à la mission, en gros par rapport à l'applicatif que vous allez devoir mettre en place et dont vous allez faire l'architecture. Si c'est une petite application très simple qui n'a pas d'impact en termes de business, qui est peu sensible, etc., c'est peut-être pas la peine de passer énormément de temps sur la partie sécurité. À l'inverse, si c'est une application qui est business critical et qui contient des données sensibles, effectivement, du coup, on va plus faire l'emphase sur la partie sécurité. Donc là encore, c'est pas la peine de vouloir faire de l'ultra sécurité sur des choses qui n'en ont pas forcément besoin. Donc on doit s'aligner par rapport à ça. Ensuite, il faut construire une stratégie derrière, une stratégie sécuritaire. Elle va s'appliquer en fait sur plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a un aspect culturel, hein, c'est que la sécurité, elle va aussi passer par de l'éducation. Alors l'éducation, elle peut être faite pour les utilisateurs, mais elle peut être faite également, enfin pour globalement tous les humains, donc les développeurs, les IT, les DevOps, etc. Et donc on doit rentrer dans cette culture effectivement de la sécurité, de se dire quand on construit quelque chose, quand on déploie quelque chose, on doit le penser avec une optique également qui est de sécurité. La sécurité étant là pour effectivement garantir de la confidentialité, de l'intégrité et la disponibilité des applicatifs. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre en place également, dans le cadre du Well Architected Framework, peut-être de la session pour former les gens là-dessus, les former et les informer, c'est 2 choses qu'on doit séparer, voire les incentiver dessus. La sécurité et la stratégie liée à faire quelque chose qui soit clair en termes de sécurité, ça va également s'appuyer sur des process derrière et des contrôles de sécurité pour vérifier effectivement que les process sont bien suivis et que la culture commence à faire son effet. Point méga super important en sécurité, je le dis et je le redis, c'est un comique de répétition chez moi, mais on doit garder la sécurité simple. Donc la complexité, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire quand on veut faire de la sécurité. En gros, si vous avez 10 moyens différents de sécuriser et qui vont pouvoir se cumuler sur une plateforme, si vous n'êtes pas à l'aise avec les 10 contrôles et les 10 moyens que vous allez avoir, ne les implémentez pas forcément tout de suite. Commencez à faire au plus simple avec ceux que vous maîtrisez, parce qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de faire de la sécurité avec des éléments techniques qu'on ne comprend pas. Donc au départ, on essaie de faire quelque chose de simple, et puis après, au fur et à mesure que la maturité augmente, on augmente le niveau sécuritaire.
On doit penser également en termes d'attaquants, et donc il faut penser à constituer également des red teams au sein des organisations ou via des organisations partenaires qui peuvent vous aider là-dedans, afin d'évaluer et de faire des tests de pénétration en fait sur vos plateformes ou vos applicatifs. Et puis, ben, il faut s'appuyer également sur les contrôles natifs qui sont fournis dans les services de cloud. Il y a plein de mécaniques de sécurité qui existent nativement dans Azure pour pouvoir faire différentes choses en termes de confidentialité, intégrité et disponibilité. Il faut s'appuyer là-dessus. Point super important, et on en parle souvent, la sécurité est en fait quasiment l'accès primaire, l'identité pardon, est quasiment le contrôle d'accès primaire qu'on doit avoir. Tout doit être basé avant tout sur l'identité. C'est très difficile aujourd'hui de baser de la sécurité purement périmétrique avec du réseau, simplement parce que le réseau et son périmètre n'existent plus depuis très longtemps, à partir du moment où on a commencé à déployer des choses au-delà des périmètres des data centers des organisations. Et quand on va faire du cloud, on va passer par du réseau, mais le réseau ne fait pas tout, alors que l'identité, effectivement, c'est probablement la meilleure option aujourd'hui. Et ben, en termes de responsabilité, d'accountabilité, il va falloir définir également de manière assez claire qui est responsable de quoi, qui prend le ownership, donc c'est-à-dire qui est le propriétaire des assets, hein, et qui prend en charge la partie sécurité. Ça, c'est important. Là encore, on pourrait dire une business unit va avoir une application métier. Et est-ce que c'est eux qui sont responsables de la sécurité, ou est-ce que c'est une équipe à côté, transverse, spécialisée sur la sécurité? Donc ça, c'est des choses qu'il faut établir de manière assez claire le plus tôt possible, parce que c'est pas au moment où on a un problème qu'on commence à faire, à pointer les gens du doigt en disant bah non, c'est pas de notre faute, c'est de la faute des autres. Voilà. Donc pareil, il va falloir avoir une traçabilité. Il y a des actions qui vont être faites sur les plateformes pour les configurer, pour les sécuriser. Donc il faut avoir des traces de tout ça. Et donc il va falloir également avoir une approche, mais ça c'est une approche qui est globale en sécurité, qui est d'avoir l'approche avec le moindre privilège, hein, c'est-à-dire ce n'est pas la peine d'avoir tout le monde qui a des droits d'admin sur l'ensemble des composants d'une plateforme. Quand on construit pour faire quelque chose de résistant, hein, donc effectivement, on doit partir sur cette approche du moindre privilège. Et puis encore un classique en termes de sécurité, je ne l'apprends pas. En informatique, on fait de la défense en profondeur ou de la défense en oignon, où le principe en gros est de mettre un ensemble de couches de sécurité en admettant que potentiellement certaines couches peuvent faillir ou être contournées. Et donc c'est l'idée d'empiler en fait un certain nombre de couches qui va apporter une défense plus résistante entre guillemets à une attaque. Dans le cloud, dans le well architected framework, on encourage également beaucoup l'automatisation. L'automatisation va aider effectivement à faire des choses de manière automatique et programmatique sans qu'un humain vienne le faire de manière manuelle et séquentielle. Ce qui va également limiter mécaniquement en fait les erreurs, parce que en sécurité, il y a également beaucoup de cas qui sont remontés simplement parce qu'il y a eu une mauvaise manipulation humaine, une erreur humaine basiquement, qui engendre après des problèmes de sécurité. Donc on essaie d'automatiser un maximum pour éviter effectivement l'intervention de l'humain, parce que l'humain est également un élément de faille dans une plateforme. On doit avant tout se focaliser, quand on va faire une architecture web, à se focaliser sur la protection de l'information, parce que finalement c'est souvent ça qui a de la valeur en fait dans la plateforme. Et donc l'information, en plus, en fonction de certaines applications, peut être soumise à des régulations et des contraintes plus ou moins fortes. Donc c'est très important de se focaliser avant tout sur la data. On va pouvoir se définir des baselines, des benchmarks, on va en parler après, et on doit être dans une approche qui est une approche d'amélioration continue. Donc ça revient très bien avec ce que je racontais juste au-dessus quand je parlais en fait de Keep It Simple ici. Au départ, il vaut mieux commencer avec quelques mécanismes de sécurité et de contrôle, et au fur et à mesure de sa montée en compétence et de sa maturité, d'améliorer au fur et à mesure en rajoutant des choses, et donc d'être sur effectivement une amélioration permanente, de suivre effectivement comment la plateforme évolue, et de chercher en gros à l'améliorer dans cette optique effectivement de défense en profondeur, principe privilège, etc. Voilà. Dernière chose, on est complètement dans la tendance du marché.
assumer le zéro trust, ne faire confiance à aucun composant et donc du coup, ça veut dire que, on va essayer de mettre en place au maximum tous les mécanismes pour être sûr de bien, authentifier, les connexions, de tel service à tel service, d'utiliser un maximum la partie identité et d'avoir une traçabilité de tout ça. Voilà. Donc ça, ce sont les principes, donc objectifs, principes et on verra que les autres piliers, du Well Architected Framework, je vais faire de la même façon. Si on descend ensuite sur la partie, le design de tout ça, alors le design en fait, il a été découpé dans le Well Architected Framework en 5 parties: gouvernance, risk et compliance, identity and access management, networking, data protection et application and service. Et là encore, tout ça correspond encore à une grosse lecture derrière. Je vous mettrai des liens dans l'article associé, mais chaque fois, effectivement, on a beaucoup de lectures qui vont partir d'une checklist jusqu'à avoir beaucoup de choses derrière. Donc si on prend la partie gouvernance, risque et compliance, vous avez déjà donc quelques exemples de régulation, de contraintes réglementaires que vous pouvez avoir ou de certifications que vous pouvez associer à une plateforme. Les plus classiques qu'on connaît tous, le ISO 27001 ou le PCI DSS pour les environnements qui vont utiliser des données de type carte bancaire. Voilà. Donc là, pour le coup, toutes ces choses-là sont assez connues. Il y a beaucoup de documentation spécifique sur le sujet. Alors spécifique chez Microsoft, c'est spécifique chez les autres. Donc si on est dans le cadre du PCI DSS, ça vaut le coup de relire effectivement l'ensemble, les FAQ déjà, et puis après l'ensemble des contrôles qui sont demandés dans une certification PCI DSS. Idem pour la partie 27001. Et puis après, on va utiliser des solutions ou des services comme le Microsoft Trust Center pour aller effectivement avoir toutes les documentations associées derrière. Donc je vous rappelle que le Trust Center en fait contient en fait tout les dernières informations sur la partie on va dire compliance qu'on peut avoir dans les clouds de Microsoft, sur les bonnes pratiques également, et c'est également dans le Trust Center que vous allez pouvoir récupérer des documents attestant que nous-mêmes sommes certifiés sur telle ou telle certification, sur tel périmètre et par quel auditeur on a été audité et les preuves de l'audit. Donc il va falloir, dans la partie, gestion de la gouvernance, des risques et de la conformité, également prioriser, les best practices en termes de sécurité et donc l'investissement qu'on va faire dedans. Donc comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux commencer petit et s'améliorer au fur et à mesure et également sécuriser à hauteur de la valeur de ce qu'on sécurise. Donc ça veut dire que dans la priorisation, il va falloir être également malin quand on va avoir beaucoup de workload. Il faut commencer déjà par mettre en place tous les mécanismes de mitigation, donc de réduction, des risques, de contre-mesures, les plus simples. Donc on active tout ce qui est disponible, facilement, sur lequel il n'y a pas un énorme travail à faire et sur lequel la compréhension est claire. Et puis, également, on va prioriser, tout ce qui est, applications, systèmes qui ont un fort impact, sur, l'activité, de l'organisation et qui sont potentiellement des systèmes qui sont exposés. Donc c'est les 2 éléments qu'on doit tenir en compte et qu'on doit prioriser, avant tout. Ensuite, on va, devoir placer ces applications, sur des environnements, dans Azure et donc va venir ici le concept de landing zone, donc une zone d'accueil pour recevoir des applications et donc on va créer ici des zero trust landing zone dans Azure et là encore, vous avez une très bonne documentation qui vous explique ce que c'est qu'une landing zone et puis également, qu'est-ce qui est recommandé à faire, dans cette landing zone de type zero trust avec derrière différents tutoriels qui vont vous parler, de policy et cetera, et cetera. On doit également appliquer une stratégie de segmentation. Alors ça, c'est, on va dire, relativement connu quand on pense purement réseau, mais la segmentation, elle est également valable quand on va organiser en fait, ses abonnements Azure, ses management groups et ses ressources groupes et du coup, le airbag qui est associé derrière. Donc dans une stratégie de segmentation, c'est là également où on va commencer à dire: «Je vais avoir des abonnements, pour la prod, des abonnements qui sont pour le dev and test ou la pré-prod». Ceux-là seront très séparés, ne vont pas travailler avec les mêmes niveaux d'exigence en termes de sécurité. Une plateforme en dev and test, effectivement, n'est pas censée contenir, par exemple, de la data, cliente, donc on peut se permettre de baisser un petit peu les exigences sur ce point-là. Mais si on commence à démultiplier dans une grosse organisation, ces abonnements, par exemple, Azure, il va falloir les gérer à l'échelle et c'est là que vont rentrer,
en compte les management groups d'Azure qui vont vous permettre du coup de définir des policies à l'échelle d'un ensemble d'abonnements sans avoir à refaire manuellement les opérations dans chacune des subscriptions. Et je rappelle, hein, on essaie d'automatiser au maximum, donc les policies couplées Azure Management permettent ce genre de choses plutôt que de venir paramétrer à la main les propriétés de chacun d'un abonnement Azure. Ensuite, bien entendu, sur la partie, compte administratif, il va falloir appliquer de la sécurité. Ça paraît évident, mais là encore, c'est bien de rappeler un petit peu tout ça. Donc on va avoir des choses, c'est très bien documenté, il y a des bonnes images qui sont données, régulièrement, mais comme on le dit, hein, pour protéger, un principe du moins de privilège, just in time access, donc on atteint les applicatifs juste quand on en a besoin, utiliser des stations de management spécifiques, faire l'authentification multifacteur, détecter des anomalies quand des gens en fait, finalement ont plus de privilèges qu'ils devraient en avoir ou se connectent par exemple depuis des endroits où ils ne sont pas censés l'être. Et puis au niveau des gens également, hein, les gens qui vont être avec les privilèges les plus puissants sur les abonnements Azure, eh bien, faire des background checks et puis également les envoyer régulièrement dans des formations de sécurité et des conférences. Ça fait partie de la partie éducation, donc training et information dont je parlais tout à l'heure. Sur la partie identité et access management, vous allez pouvoir vous appuyer sur les Azure Security Benchmark qui vont vous donner en fait une liste de contrôles à checker pour vérifier effectivement que vous gérez bien toute la partie identité. Donc c'est du benchmarking qui vous permet d'évaluer en fait par rapport à plein de bonnes pratiques si vous êtes dedans ou pas. Pour les services sur l'identité, de toute façon, ça sera, vous l'aurez compris, hein, c'est Azure Active Directory. Donc Azure Active Directory, on va dire le classique, celui qui est utilisé pour le tenant, mais on peut également parler de Azure Active Directory B2B. Donc en gros, l'intégration dans votre tenant de comptes externes provenant de fournisseurs ou d'organisations partenaires. Et puis on a également l'AD B2C qui va lui faire appel à des identity providers externes. Pour toutes ces choses-là, la partie Identity and Access Management, vous avez des références architecture qui sont documentées dans le Well Architected Framework. Donc vous en avez ici deux classiques. La première, effectivement, c'est comment intégrer des domaines Active Directory sous Windows qui sont donc sur site avec de l'Azure Active Directory. Et puis également, comment directement intégrer des systèmes AD sur site avec Azure. Donc vous avez les deux cas, la combinaison d'une authentification hybride à base de composants dans le data center et de composants purement cloud, et puis simplement après l'extension en fait de l'Active Directory sur site avec des composants dans Azure. Là encore, c'est plutôt bien documenté. Je ne vais pas dans le détail parce que sinon on y passerait des heures. Et puis bien suivre également toute la partie best practice qui sont associées à la partie identité, un access control, security, hein, et donc là vous avez tout un ensemble d'éléments qui sont documentés, des trucs aussi simples que dire oui je vais centraliser la gestion d'identité, sans doute effectivement, d'activer le single sign-on, de mettre en place le conditional access. Il y a pas mal de choses et de listes à suivre, et là encore je vous mettrai les liens dans l'article associé à cette vidéo. Partie réseau, hein. Alors partie réseau, là encore, on a un benchmark sécurité Azure avec différents points de contrôle. Je rappelle que dans Azure, le réseau peut être assez compliqué. Ça, c'est une mind map sur la partie réseau. Il y a énormément de composants qui vont à la fois toucher les connexions hybrides, le filtrage, là, on parle toujours de filtrage dans le réseau, toutes les connectivités, les accès privés, et après le routage. Donc ça peut être assez compliqué également de traiter juste la partie réseau et la partie sécurité quand on a un environnement qui est un petit peu complexe. Donc il ne faut pas hésiter là encore à utiliser les bonnes personnes qui ont les bonnes compétences. Et du coup, quand on va définir en fait via le Well Architected Framework finalement ou comment on va déployer son application en termes de réseau, on va s'appuyer simplement sur des patterns de segmentation. Donc ça peut être un cas très simple, l'applicatif va aller dans un seul réseau virtuel qui aura des sous-réseaux à l'intérieur et donc toute la sécurité va se gérer simplement comme ça. On peut se retrouver également avec plusieurs sous-réseaux sur lesquels on va activer du peering, donc de la connexion bidirectionnelle entre deux réseaux virtuels. Et puis on peut aller dans des configurations un peu plus complexes, où on va parler ici de Benspoke ou de Virtual One, où là effectivement on va avoir un VNet central avec différents VNet applicatifs, généralement qui seront connectés à ce VNet central. Donc là encore, ça dépend un petit peu de l'organisation, ça dépend des contraintes qui sont demandées et de l'intégration avec ce qui existe peut-être déjà. Là encore, la partie segmentation peut être directement liée également aux landing zones qui ont été définies par les équipations.
Pour sécuriser la connectivité, à la partie réseau, il va falloir penser, dans le Well Architected Framework, à la connectivité entre les différents segments réseau, entre les différents subnets, par exemple. Il va falloir, penser également à la sécurité des flux sortants et des flux entrants, en provenance d'internet, donc les flux, north-south, et puis également la communication avec, tous les services qui sont, en back-end. N'oublions pas également que dans la partie réseau, on peut avoir des composants IaaS qui vont aller parler avec des composants, PaaS. Là encore, on doit se poser la question, est-ce que la communication avec ces, composants, PaaS doit être faite par des endpoints publics ou par des endpoints privés? Sous quelles conditions? Avec quelle identité? Quel chiffrement? Et cetera. De la même façon, aujourd'hui, le monde il est pas étanche avec des choses dans le public et des choses dans le privé. On va avoir souvent des interconnexions, avec des data centers ou des informatiques hors de Azure, au travers de VPN site à site, ou d'ExpressRoute. Là encore, la connectivité, du cloud à destination des environnements sur site et l'inverse, doit être traitée, en termes d'isolation et de sécurité. Et ensuite, derrière, vous avez également tout un ensemble d'architectures de référence qui peuvent vous aider, à construire ça. Et c'est ce genre de document qu'il faut aller voir, pour ensuite, savoir par exemple comment est fait une topologie hub and spoke dans Azure et comment on la met en place et où est-ce qu'on va sécuriser, où sont les réseaux opérés et où sont, les gateways pour se connecter par exemple sur site. Dernière chose, là encore, le Well Architected Framework est surtout un ensemble de principes directeurs et de bonnes pratiques. Vous avez des bonnes pratiques pour sécuriser, le réseau, donc il y en a pas mal, on ne va pas les détailler, mais ça va aller effectivement, de mettre en place des virtual appliances, de désactiver des accès, d'administratifs sur les VM, de créer des liens dédiés. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et il faut le lire, si possible, avant. On continue dans le pilier, sécurité, et on va aller voir la partie data protection, avec effectivement ici là encore un benchmark avec différents, points de contrôle qu'on doit pouvoir faire sur la partie Azure. Et puis quand on va parler protection des données, on doit, penser à la partie, chiffrement, data encryption. Donc data encryption, il faut le penser à 2 niveaux. Le chiffrement des données, on va dire, stockées, donc avec un chiffrement at rest, et puis également le chiffrement des données qui vont transiter sur le réseau. Qui dit chiffrement dit derrière gestion des clés et des secrets, hein. Et donc ça, c'est un point qui n'est pas négligé. Est-ce que vous allez vouloir utiliser pour le chiffrement des clés managées par les services et donc par Microsoft, ou est-ce qu'à contrario, vous voulez gérer vous-même vos clés? Et donc là encore, vous avez une bonne documentation qui va vous permettre de définir quel type de clés, où les stocker et comment faire les rotations des secrets quand vous avez des secrets ou des clés. Là encore, sur la partie data protection, on peut avoir des références architecture, il y en a quelques-unes, il y en a une notamment sur la partie Azure File en environnement hybride. Partie application, eh bien, on va devoir classifier ces applications pour la partie sécurité. Et ça, c'est important parce que là encore, comme on le disait tout à l'heure, on doit faire de la priorisation et on ne va pas mettre les mêmes niveaux de contrôle et de sécurité sur une application qui est finalement peu exposée et qui n'est pas critique en termes de données, etc. Donc c'est important de classifier chacune de vos applications et de savoir si une application qui est critique en termes de données stockées ou une application qui est soumise à de la réglementation sur le stockage des données, je ne sais pas, par exemple des données de type santé ou des données personnelles. Est-ce que la disponibilité de l'application est critique également? On peut imaginer effectivement sur une chaîne de production qui est connecté à une application, si la chaîne tourne en 3.8, eh bien, il faut limiter au maximum les indisponibilités, donc la disponibilité devient critique ici. Et puis après, il y a les applications également, on doit les cliquer. Est-ce qu'elles sont fortement exposées à des attaques? Par exemple, je ne sais pas, un site web de e-commerce, potentiellement, effectivement, il peut être soumis à des attaques ou un hôpital ou pas mal de choses. Voilà. Donc ça veut dire sur ces applications-là, au-delà déjà de les classifier, de savoir quel type d'application et jusqu'à quel niveau vous allez pousser la sécurité, il faut faire également, du coup, sur ces applications-là, les plus sécurisées, faire une analyse des menaces en fait qui peuvent peser dessus. Donc récupérer globalement tous les contrôles de sécurité qui sont déjà, qui devront être de base appliqués, et ensuite évaluer en fait l'application et son design, de voir comment vous pouvez l'améliorer. Donc il y a deux, pour moi, il y a deux ressources qui sont très intéressantes. Il y a la méthodologie Stride, qui est en fait un outil de modélisation des menaces qui existe depuis déjà de nombreuses années, qui est proposé par Microsoft.
Donc le STRIDE, c'est un acronyme pour Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Services et Elevation of Privilege. Donc en gros, c'est tous les types d'attaques qu'on peut avoir, effectivement, une attaque qui va se faire passer pour, une attaque où il va y avoir une fuite d'informations, une attaque où il va y avoir de la modification à la volée, la capacité d'être certain que quelqu'un a fait quelque chose et qu'on ne puisse pas en changer la chose, faire une élévation de privilège ou déni de service. Globalement, ici, on a le résumé de tous les types d'attaques qu'on puisse avoir. Donc, je vous encourage vraiment à lire la méthodologie STRIDE si vous faites une application dans le cloud. Et puis, on ne peut pas oublier de citer l'OWASP, qui fournit son propre modeling process des menaces. Et donc là encore, c'est intéressant à faire et à lire. Voilà, on a fait le premier pilier qui est la partie sécurité, et on va continuer sur la partie maintenant performance. Deuxième pilier du Microsoft Well Architected Framework, la partie efficacité au niveau des performances. Donc là encore, on va voir les objectifs, les principes et les designs qu'on va appliquer derrière. Donc l'objectif de la partie performance, bien entendu, c'est en gros de mettre en place tous les principes de montée, d'élasticité de montée en charge, pour faire en sorte qu'une application, en gros, réponde aux besoins des utilisateurs de manière efficace. Alors dans les principes, la première chose qu'il faut bien connaître quand on fait ce type d'architecture, qui a besoin effectivement d'être performante et d'être capable de monter en charge aux besoins, c'est de comprendre déjà les grands challenges qu'on doit avoir dans une architecture qui est distribuée. Distribuée dans le sens où votre architecture va être composée d'un ensemble d'éléments, d'un ensemble de composants qui seront peut-être regroupés géographiquement dans une même région Azure ou une même zone de disponibilité, mais peut-être que le besoin de l'application fait que c'est un besoin plus globalisé, ou à l'échelle de plusieurs régions, et du coup, là encore, on va commencer à distribuer, par exemple, de la donnée, ce qui va poser des questions derrière. Dès les phases de développement, il faut déjà commencer à penser à la partie performance, déjà en se donnant un petit peu des baselines de performance, en commençant à faire des tests de charge et des tests de stress, et puis de commencer à identifier le plus en amont possible les points de contention potentiels. Ça, c'est important parce qu'il n'y a rien de pire que de construire une architecture, de faire le développement, et une fois que le développement est terminé dans sa première release, de lancer le tout, de s'apercevoir en fait que l'architecture n'est pas capable en fait de monter en charge et qu'elle se retrouve complètement verrouillée par un composant qui noyote l'ensemble. Voilà. Donc ça, c'est important d'essayer de le mettre le plus en amont possible. Ça veut dire également que quand on va ensuite déployer l'application, il va falloir la monitorer en permanence, donc monitorer à la fois l'application et monitorer l'infrastructure sous-jacente à l'application. Par exemple, si on est en train de faire déployer une application qui tourne sur du Kubernetes, on va monitorer les composants applicatifs, les pods qui vont tourner dans Kubernetes, mais on va également monitorer l'infrastructure sous-jacente qui supporte le cluster Kubernetes, à savoir les worker nodes par exemple. Donc on doit ici, quand on est sur un monitoring de l'application, tel que défini dans le Well Architected Framework, avoir une approche vraiment qui est drivée par de la data. Donc il faut avoir en fait de l'historique sur l'utilisation et de la data, sur les performances et la mesure de tout ça, pour pouvoir faire des choix. Si on se dit: «Ah bah oui, ça doit être un problème de machine, on va en rajouter sans avoir de données», c'est un peu idiot. Donc ça veut dire qu'il faut, donc il faut collecter de la donnée. Il faut également surveiller l'état de santé des différents workloads. Donc état de santé dans le sens résilience, continuer à bien fonctionner, et puis également capable à monter, capable de monter en charge derrière. Et puis il faut être, ça va faire partie effectivement du monitoring, de détecter au plus tôt et de faire le dépannage sur les problématiques qu'on peut avoir en termes de sécurité. Des fois, une problématique de sécurité peut être liée à un changement de code, elle peut être liée à un changement de configuration de l'infrastructure. Là encore, le fait d'avoir une traçabilité, on en a parlé tout à l'heure, va aider également là-dedans. Dans les grands principes également, il va falloir identifier effectivement les opportunités avec un planning de résolution. Donc si on a découvert, on essaie de dépanner des problèmes liés aux performances, on pense avoir identifié, donc on identifie en gros où est le problème, et bien après il faut effectivement se dire: «OK, on va régler ce problème à quelle échelle? Est-ce que on va attendre la prochaine version de l'application parce que c'est un problème purement applicatif? Est-ce que c'est un problème de plateforme et auquel cas il va falloir qu'on fasse évoluer la plateforme
plateforme? Est-ce que c'est un problème d'architecture? Auquel cas il va falloir qu'on change un peu l'architecture. Et donc il y a également la notion d'investir dans le capacity planning. Parce que à des moments, si on s'aperçoit par exemple, on prend un exemple simple, vous avez une application qui prend un cluster Kubernetes. Le cluster Kubernetes, il est capable de scaler en rajoutant des nœuds, mais vous savez que vous avez une limite en fait en nombre de nœuds par rapport à votre besoin. C'est peut-être une limite technologique ou une limite de SKU en nombre de VM d'une certaine taille par exemple. Donc là encore, ça fait partie des choses qu'il va falloir penser. Donc quand vous savez quelle est la solution, de vérifier que si on se projette, cette solution est toujours valable sur la technologie ou sur les SKU disponibles. Et est-ce que les SLA sont toujours là? Les SLA, on en reparlera tout à l'heure, les Service Level Agreement. Il faut être sûr qu'effectivement, le choix qu'on va faire va continuer à être aligné. Et puis toujours penser en termes de coûts. Ok, on a identifié quel est le problème, et comment le résoudre. On se dit, ok, pour le résoudre, il faut rajouter des machines, par exemple des machines virtuelles ou monter de SKU dans un service managé. Mais est-ce que tout ça est économiquement acceptable? Est-ce que c'est acceptable par rapport aux besoins de l'application? Est-ce qu'il n'est pas plus acceptable de reprendre par exemple le code ou d'essayer d'améliorer l'architecture plutôt que de simplement vouloir rajouter plus de choses pour essayer de faire en sorte que ça tourne toujours bien? Du coup, pour le design, il y a tout un ensemble de guides qui sont donnés sur le Well Architected Framework dans la documentation, qui vont aller effectivement de la partie application design. Et donc là, vous allez avoir vraiment plein de choses qui vont vous être indiquées. Donc ça peut être du design lié à la data, effectivement. Donc là, on va vous donner des exemples pour optimiser la partie data. Ça, c'est celui que je viens de montrer. Donc au-dessus, pardon, c'était sur la partie application design. Donc effectivement, faites un design d'application qui est capable de monter en charge. On parle beaucoup aujourd'hui, par exemple, de patterns de type microservice. Le microservice est effectivement un pattern assez classique pour pouvoir faire des applications capables de monter à l'échelle par simplement ajout d'instances. Donc de penser à la partie Scale as Unit. C'est également là-dedans où on doit penser à la plateforme et aux fonctionnalités qu'on peut avoir en autoscaling. J'ai parlé tout à l'heure d'un Kubernetes. Les Kubernetes ont des fonctions d'autoscaling. Autoscaling au niveau de l'infrastructure, c'est-à-dire rajouter par exemple des machines virtuelles dans le cluster pour augmenter sa puissance. On peut avoir également de l'autoscaling à l'intérieur du cluster, notamment avec par exemple le pod autoscaling, les HPA, horizontal pod autoscaling, qui sont des mécaniques de Kubernetes, ou encore des choses comme Keda qui sont de l'autoscaling en mode event driven. Donc tout ça encore, tout ça mérite d'être lu en fait, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui sont très intéressantes dans cette documentation. Et puis après, sur les parties implémentation, là encore, on va vous encourager à regarder tout ce qui est performance anti-pattern, d'encourager plutôt un fonctionnement de type asynchrone. Effectivement, le problème de faire des applications où toutes les communications sont synchrones, c'est que s'il y a le moindre couac à un instant T, eh bien en gros tout se bloque. Éviter les compressions de ressources. Voilà, vous avez pas mal de choses qui sont documentées là-dedans. Alors ça paraît une liste un peu à l'après-vert, néanmoins ça vaut le coup de la lire parce que souvent en fait on oublie des choses. Je devrais même rajouter là-dessus, à mon avis, une lecture qui doit être obligatoire, qui est le 12 Factor App. Donc ça c'est pour ceux qui vont faire des applications vraiment cloud native. Et le 12 Factor App, c'est un manifesto qui a été écrit il y a déjà quelques années, mais qui est vraiment excellent à lire et qui, à mon avis, complète parfaitement ce que je suis en train de raconter et qui explique en gros 12 grandes règles qui sont très simples à suivre unitairement, mais avoir les 12 ensemble, c'est un peu compliqué. Et le but du 12 Factor App, c'est en fait de pouvoir construire des applications capables effectivement de monter en charge à l'échelle, d'être hautement disponibles, le tout sans avoir à revoir constamment les architectures. Donc c'est une très bonne lecture qui, à mon avis, complète parfaitement le Well Architected Framework, pour la partie, en tout cas, performance. Voilà, on va terminer ici la première partie de cette vidéo. Donc on a vu les deux premiers piliers du Well Architected Framework, à savoir la sécurité et le performance efficiency. Et bien dans la prochaine vidéo, on verra la partie reliability, operation excellence, et puis bien entendu une partie importante qui est la partie cost optimisation. Tous les liens de ce que je vous raconte ici seront mis dans le commentaire de cette présentation, de cette vidéo, pardon. Et donc je vous mettrai également le lien vers la partie numéro 2. Voilà, merci, à bientôt.